Bonjour et bienvenue dans cette émission de rentrée de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. On est très heureux de vous retrouver en cette belle rentrée pour 2023, année où on se chauffe au bois. Hein, a priori, ça n'a... Où l'État est aux abois. L'État est aux abois, mais ça, ça fait un moment. Et alors, on est très content parce qu'on a reçu plein de très gentils petits cadeaux. Alors, je commence par ça, parce qu'il y a un monsieur Alain Couly qui a envoyé des États-Unis à Charles un monocle. Mais alors, cet Alain l'a ramené à la maison, du coup, je peux pas vous le montrer. Mon père portait un monocle, donc ça m'amuse beaucoup, parce qu'il avait l'œil droit plus faible. Donc il portait un monocle, donc j'ai des photos de lui avec un monocle, puis ensuite quand il a eu 4 ans ou 5 enfants, il a arrêté de porter des monocles parce qu'il se cassait beaucoup. Mais donc moi je porte... Ça aurait été marrant que tu mettes le monocle à l'antenne. Mettre le monocle à l'antenne, oui. Et alors parce on voulait vous rappeler qu'on est éminemment corruptible, donc n'hésitez pas... Comme l'a prouvé l'exemple des obligations chinoises quand même, voilà. Il faut le savoir. Quoi. N'hésitez pas que monsieur Christian Mouser, qui est un historien d'art à Grandvaux, a envoyé à Charles en Suisse un moult cigare. Parce que, à la différence du gouvernement, on n'a pas besoin de passer par un montage EDF pour faire des bakchiches, pour être corrompu. Vous pouvez directement au GAV envoyer des cadeaux, comme le DAF a pu recevoir aussi en son temps ce redoutable panier dans lequel il est, ma foi, fort heureux. Ça venait des États-Unis d'ailleurs, je crois. Mais oui, le DAF T3 est le plus facilement corruptible. Oui, le cours de la croquette étant ce qu'il est, et ça va pas en s'arrangeant, ma pauvre dame, parce que... Donc, si vous voulez corrompre le DAF, c'est par lui que ça passe. On est facilement... Nous, parfois, on met une question de prix, mais lui, il n'en met pas. Ouais, lui, n'importe. D'ailleurs, c'est pour ça que les beagles sont si aisément dressables. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de choses absolument redoutables, qui sont un petit peu la noirceur d'une certaine pensée économique et d'une certaine pensée environnante ces temps derniers qui commence un petit peu à nous courir sur le haricot, je crois qu'on peut dire ça. Oh, complètement, parce que c'est une espèce de pensée qui dit... qui est misérabiliste. Il y en a pas assez pour tout le monde. De toute façon, on va tous mourir. Et ça me fatigue à un point absolument extraordinaire parce que depuis qu'il y a des gens qui écrivent ou qui réfléchissent ou qu'il y a des églises ou n'importe quoi, on essaye de vous expliquer que on va tous mourir dans l'année qui vient. Il y a toujours des millénaristes. Vous avez des gens qui vous expliquent ça. Oui, la grande panique de l'an 1000. La grande panique de l'an 1000, etc. Et il y en a eu toujours, ça a toujours existé. Et s'il y a une loi dans l'histoire qui ne connaît pas d'exception, c'est que ça ne s'est jamais produit. Sinon, on ne serait pas là pour en parler d'ailleurs. Ça me paraît tout à fait. Et donc, il continue toujours à nous expliquer qu'on va en prendre plein la gueule, qu'il faut qu'on se rationne. Et j'ai toujours envie de leur dire, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Alors, rappelons quand même au début que cette pensée qu'on décrit comme malthusienne, alors donc on reprend, Malthus c'était donc un économiste anglais. C'était un pasteur. C'était un pasteur. Ce qui est curieux pour un pasteur d'être aussi pessimiste, qui disait que les denrées agricoles allaient monter en progression arithmétique, et la population monter en progression géométrique, donc il y allait avoir des famines, et qu'il fallait empêcher les gens d'avoir des enfants. Parce que tous ces gens-là, dans le fond, ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils détestent les enfants, ils détestent la vie. C'est une culture de mort. Alors, l'autre chose drôle, c'est qu'il a quand même été très poussé en France par Proudhon, en 1849, qui reprenait lui-même les thèses malthusiennes. Mais Proudhon, c'était un type intelligent, mais par exemple, c'est lui qui est à l'origine de la fameuse formule, la propriété c'est le vol, qu'il a regretté à la fin de sa vie parce qu'il s'est rendu compte que la propriété c'était l'élément essentiel de l'indépendance humaine, vis-à-vis de l'État. Donc, Proudhon a écrit de façon extraordinaire. Il a écrit, mais je sais pas combien, des dizaines de milliers de pages. D'ailleurs, il écrivait bien. Mais quand on écrit des dizaines de milliers de pages, on écrit quand même beaucoup d'âneries aussi. Est-ce que tu penses pas, moi, sans faire de la dame psy, mais qu'il y a quand même, on est tous prompts à une certaine anxiété. Dans la vie. Et pour moi, le malthusianisme aussi est un défaut de l'espérance et en ça, un grasp de ton anxiété. C'est-à-dire tu embrasses à plein bras ton anxiété en disant, bon, alors, il n'y en aura pas du tout assez, on va tous mourir, on va arriver en retard. Celui-là qui a fait de grandes études, qui a l'air qu'il parle, les gens l'écoutent, lui, il sait qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, donc j'avais raison d'être pessimiste. Et moi, je crois que
Le pessimisme est c'est je crois ce que disait Bernanos, il y a les optimistes heureux et les pessimistes malheureux. Ils sont tous les deux idiots, mais il vaut mieux être heureux. À choisir. Ça me paraît tellement plus vrai. Surtout en cette nouvelle année, de se tenir à 2-3 petites bonnes résolutions, comme essayer de se tirer vers le haut. Avant de revenir à ce qu'ils sont en train de nous imposer, tous ces gars-là, je voudrais quand même faire un petit développement rapide sur ce qui se passe. J'en ai parlé avec Berkoff là, dans une émission que vous avez peut-être déjà regardée, mais je vais faire un tout petit développement ici. Sinon, allez faire un tour sur Sud Radio. Sinon, allez faire sur pour en savoir un peu plus. Ça prend 20 minutes. Mais ces gens-là, les gens sans espérance, c'est ce que j'appelle les gens du mensonge. Parce que, en général, ces gens-là sont des gens éduqués, ils vivent bien, ils mangent bien, ils boivent bien, mais tout ça se terminera mal, quoi. Donc, ce sont les gens du mensonge. Et dans tous les textes sacrés, le prince du mensonge, c'est Satan. C'est le diable. Donc, depuis 20-25 ans, nous vivons sous le règne du mensonge. Parce que ce qu'on nous a raconté sur le Covid, sur sur l'énergie, sur tout ça, c'est que des mensonges. Et depuis ce brave Elon Musk, on apprend que non seulement ils étaient là en train d'expliquer leurs idées, mais que leur but, c'était aussi d'essayer que des gens comme toi et moi, ou d'autres, ne puissent pas parler. C'est-à-dire, ils essayaient de nous censurer pour réussir à convaincre le reste de la population qu'ils avaient raison. Donc, non seulement ils mentaient, ils étaient des partisans de Satan et de la mort. Hein. D'ailleurs, tous ces gars-là, tu remarqueras, ils ont quand même qu'une ambition dans la vie, c'est d'empêcher les gens d'avoir des enfants. Ils sont pour l'euthanasie, ils sont pour l'avortement, ils sont pour tous les trucs qui amènent à la mort. Jamais ils proposent quelque chose de vivant, en quelque sorte, qui amène à plus de vie. Mais non seulement... Donc, ils voulaient nous empêcher de parler aussi, c'est-à-dire donner un message d'espoir, un message de... Et ce qu'on a vu avec les documents qui sont en train de sortir, alors... Sur Fauci, il y en a sur Fauci, sur... Mais cela dit, regarde, là, il y a eu une principale qui s'est attaquée à JP Morgan. Oui. Elle a été foutue à la porte. Instantanément, mais il reste extraordinairement puissant. C'était la ministre de la Justice de l'île où était... C'était vous savez, Epstein. C'est-à-dire le type... Et ça, il a été question, je crois, hier, pareil, de mettre sur... Elon Musk a dit, on va mettre les listes d'Epstein sur les réseaux. Sur les réseaux, pour savoir qui était dans... Vous savez, Epstein, c'était ce gars qui violait des petites filles. Qui avait l'avion qu'on appelait le Lolita Express pour amener dans cette île où il y avait des mineurs. Le prince Andrew, donc le fils cadet de la reine, était impliqué. Bill Clinton est allé un certain nombre de fois. Il y avait d'ailleurs chez Epstein un portrait de Bill Clinton dans une robe rouge déguisée en femme, déguisée en transe, hein, voilà. Il y a aussi le président de... Et tout ça étant organisé par Ghislaine Maxwell, qui était donc quand même, de par son nom, très introduite. Elle avait beaucoup d'entre-gens. Elle était la fille de Maxwell, qui lui-même est mort dans des circonstances. Qui lui a un patron de presse gigantesque. Oui. Donc anglais, donc bénéficiant de tous les contacts dans tout ce qu'on appelle le Eurotrash. Le Eurotrash, oui, c'était dans cette espèce de monde un peu sordide des gens qui sont tout au sommet. Et je crois qu'en France, il y avait Jean-Yves Le Fur, qui s'occupait de l'agence élite. Donc ça permettait aussi de fournir des filles souvent mineures, puisque très souvent, on les scoute dans les pays de l'Est dans les années 90, 2000, et puis on mettait ces filles dans des appartements, dans des conditions absolument sordides, autour des Champs-Élysées. Et puis on leur faisait comprendre très vite, à coups de cocaïne, ainsi de suite, que déjà fallait leur refaire les dents, fallait leur aussi, donc elles se retrouvaient endettées de 40 000, 50, 60 000 francs à l'époque. Et ensuite, on leur disait, on les amenait par wagon entier au bain-douche et ainsi de suite. Et puis il fallait qu'elles soient corvéables à merci. Et c'était exactement ce qui se passait. C'est ce qui s'est passé. Et ça, c'était quand même avec la bénédiction de toute une série de gens puissants. Bien sûr. Et ce qu'il y a d'extraordinaire encore dans le style absence d'information, c'est que personne ne peut prendre un avion sans qu'il y ait la liste des personnes
qui était dans l'avion. On l'a vu quand tu as eu ton contrôle fiscal. Oui. L'inspecteur des impôts te disait Monsieur Gave, on voit que vous êtes rentré à 12h16 le 6 mars. Voilà. Ils savent exactement le moment où tu mets un pied sur le territoire. Donc les autorités américaines ont la liste des gens qui ont été sur cette île commettre des illégalités monstrueuses. Et pour l'instant, Epstein est mort, enfin on n'en sait trop rien. Et il a été suicidé dans une cellule à New York. Où il était tout seul, le garde n'était pas là, les caméras marchaient pas. Enfin, on jouait de malchance. On n'a pas eu de peau, quoi. Donc, et Epstein, on n'a jamais eu la liste des gens qui étaient allés sur cette île. Et il y a des gens qui ont été condamnés, justement, pour avoir aidé. Par exemple, la petite Maxwell. Elle va passer le reste de sa vie en tôle. Mais les gars qui étaient là, personne ne sait qui c'est. Alors qu'il devait y avoir une intendance folle. Il devait y avoir des domestiques. Mais si tu veux venir l'ancien président des États-unis, il doit y avoir des gardes. De sécurité. Il y a des gardes. Ne serait-ce que le prince Andrew, il ne se déplace pas sans 4 à 6 personnes autour de lui. Tu te rends compte s'il est adducté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette espèce de monde qu'on peut appeler tout en haut, vous savez, les citoyens du monde, qui sont en général qui n'aiment pas leur pays d'ailleurs, qui n'aiment rien du tout, qui n'aiment qu'eux-mêmes. Non, ils sont citoyens. Il y avait aussi probablement très souvent qui y est allé Bill Gates. Bill Gates, on sait qu'il y est allé à plusieurs reprises, c'est d'ailleurs pour ça que sa femme a divorcé. Exactement. Ça a été trop pour elle. Ça a été trop pour elle, le coup de... Donc, Bill Gates, qui est un bienfaiteur de l'humanité, qui veut nous filer des vaccins à tous. Donc, vous voyez, il y a quand même des trucs qui se touchent. Donc, je veux pas... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, non seulement ont une idée sordide de la vie, ce qui est un truc important, mais ensuite, ils voulaient nous empêcher de parler. Et ce qu'a fait, et ce que j'ai donné comme exemple à Berkov quand j'y suis passé, c'est quand il y a une société qui est fondée sur le mensonge. C'est ce que disait Solzhenitsyn. Il suffit qu'un type se mette à parler, et à ce moment-là, ça fait comme un coup de tonnerre incroyable. Tu sais, c'est comme dans ces films, quand l'héroïne se rend compte que son amant n'est pas celui qu'elle prétend, tu entends un bruit de miroir qui se brise, et ça fait une espèce de métaphore. Voilà. Et là, peut-être que c'est ce moment-là du film où le roi est nu. Le roi est nu. Et donc, on a vu ça très bien avec Solzhenitsyn et l'archipel du Goulag. D'un seul coup, plus personne ne pouvait dire que l'Union soviétique n'était pas le territoire du mensonge. D'ailleurs, quelque chose qui me faisait toujours rigoler. C'était Reagan qui recevait l'ambassadeur de Russie souvent. Il était... et chaque fois qu'il le recevait, il lui disait n'oubliez pas de donner, en partant, n'oubliez pas de donner mon meilleur souvenir à Darth Vader. Il paraît qu'il faisait la petite musique aussi. N'oubliez pas de... Donc, c'est-à-dire que Reagan avait parfaitement dit et analysé que c'était le monde du mensonge. Mais cela dit, c'est drôle comme parfois les destins s'alignent, parce qu'il y a eu certes Reagan, mais il y a eu Margaret Thatcher au même moment, et Jean-Paul II. Et ils se parlaient tout le temps. D'ailleurs, il y a des scènes très mignonnes où tout le monde dansait. Mais Jean-Paul II... étant polonais, étant à cette contrée des chemins, à réconcilier en même temps les identités, les souverainetés avec sa force incroyable. Il était incroyable, cet homme était incroyable. On a eu pas possible de l'avoir au pouvoir. Voilà. Mettons qu'on a un peu moins de chance aujourd'hui. Mais, Dieu nous teste. Dieu nous teste. Et donc, quelle est la thèse, au fond, de ces gens-là? Il y a une des grandes supportrices de cette thèse, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais je ne devrais pas, qui vient de dire, dans le fond, la solution à tous nos problèmes, c'est qu'on revienne à la population mondiale d'il y a 500 ans. Alors que, par ailleurs, il a été prouvé cet été que, je crois que c'est je ne sais plus quelle institution, l'ONU, ainsi de suite, que la population mondiale allait déclinant à partir dans les 10 ans qui viennent, ça commence à baisser. Dans les 10 ans qui viennent, ça commence à décliner. Mais ça décline déjà en Chine, au Japon, en Italie, en France, en Allemagne. Il n'y a que l'Afrique qui continue à monter. Et encore pas tous. L'Afrique du Nord commence à stabiliser. Oui. Donc, tu imagines ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a eu quasiment un quintuplement de la population depuis 1500. Et que ces gens-là disent non, il faut retourner pour que ça soit bien, il faudrait que ça retourne. Maintenant, je vais te donner une statistique qui est idiote, mais c'est juste pour dire à quel point ces gens-là pensent faux. Si tu mettais toute la population mondiale dans la ville de Los Angeles, épaule contre épaule, ça tiendrait sur le territoire de Los Angeles.
Alors, il pourrait pas bouger beaucoup. Mais je veux dire par là, si tu mettais toute la population mondiale aux États-Unis, ça aurait à peu près la densité de la Belgique. Oui, et tout le reste serait vide. Oui, c'est ça. Donc l'idée qu'il y en a trop est une idée complètement stupide. Alors la façon dont ils s'en sortent, c'est qu'ils disent maintenant on est tellement nombreux qu'on change le climat, qu'on change la nature de la Terre. Alors qu'il est prouvé qu'on n'a pas trouvé la corrélation. Ben alors, il est probable, si ce n'est certain, que la température augmente, mais c'est pas la première fois dans l'histoire, et que toutes les périodes d'augmentation de la température ont été des périodes d'augmentation de la richesse, de la civilisation, et toutes les périodes de glaciation étaient des périodes épouvantables. Ouais, attends, ça augmente à Détroit, ça n'a pas augmenté cet hiver. Hein. Oui. Non, pas à Détroit, mais peut-être à Paris. Mais enfin, je veux dire... Oui, enfin, je veux dire, on ne peut pas regarder non plus notre microcosme européen comme étant le... Je sais que, par exemple, tout le Pacifique Nord-Est est en train de se refroidir. Oui, la mer a baissé de température de 2 ou 3 degrés. Personne ne sait pourquoi. Donc, on ne peut pas simplement regarder Paris en disant « Ah là là, on est en janvier, il fait 14 ». Il y a une histoire comme ça, c'est marrant. En Australie, il y a 5-6 ans, il y a eu 3 sécheresses terribles de suite. Oui, mais d'ailleurs, après, il y a eu les feux. Après, il y a eu les feux, etc. Bon, qui étaient d'ailleurs beaucoup moins importants que dans le passé. Mais enfin, parce que les écolos ne voulaient pas qu'on ramasse les brindilles. Alors ce qui s'est passé, mais ça a été beaucoup mieux que ça, c'est que donc les municipalités et tout ont demandé au gouvernement est-ce qu'on continue à drainer toutes les cours d'eau, les rivières, les swamps, etc. Parce que s'il y a plus, si jamais plus d'eau, à quoi ça sert de dépenser de l'argent à drainer ces trucs-là? Le gouvernement a dit non, arrêtez de drainer, c'est pas. Moyennant quoi, depuis 2-3 ans, ils ont des inondations pas possibles. Il pleut plus comme et du coup, tous les trucs qu'on n'avait pas entretenus débordent. Et pour moi, c'est un message très fort. Ça veut dire que ces gens nous disent on a changé la nature du système. Donc, il faut faire des investissements ou il faut cesser de faire des investissements parce que ça ne sert plus à rien puisqu'il ne va plus jamais pleuvoir. Mais manque de peau, c'est faux. Et quand je parle des miroirs magiques et des moulins à vent, on a dépensé 4 000 milliards de dollars depuis 10 ans, ce qui est gigantesque. C'est plus que le PIB français, je pense. C'est plus que notre dette. C'est plus que notre dette, c'est plus que le PIB français. Dans le monde, à faire des miroirs magiques et des moulins à vent, et on consomme toujours 81% de fossiles, ça n'a eu aucun effet. Donc, c'est un peu comme les cours d'eau qui n'ont plus été drainés. On a fait des investissements gigantesques ailleurs, et on n'a pas fait des investissements là où on aurait dû, et du coup, ça crée des problèmes, et à ce moment-là, les gars se retournent, ils vous disent... Vous voyez bien que ça va pas bien puisque on a des inondations maintenant. C'est la preuve qu'on avait raison. C'est la preuve de rien du tout. Alors que, comme d'habitude, ils n'ont pas suivi la sagesse des anciens. Non. C'est l'histoire de la digue à l'île de Ré qu'on a déjà racontée. C'est-à-dire qu'il y avait une digue qui datait depuis Louis XIII, depuis l'époque de Richelieu. Les mecs ont dit « Oh bon, on ne sait pas pourquoi elle est là. » Elle rentrait dans la mer tout droit comme ça, je me souviens. Oui. Et on se disait « Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette digue ?» Qu'est-ce qu'elle fout là, cette digue? Mais personne ne l'avait jamais touchée. Puis elle coûtait très cher à entretenir. Hein. Oui, mais un jour, un ingénieur de génie a dit « Tiens, on va la péter. » On s'est retrouvé avec des méduses, des moules, des trucs dégueulasses, du sable. Toutes les plages ont disparu. Oui. La grande plage qu'il y avait à l'île. Non, elle n'a pas disparu, la conche, mais il y a eu des problèmes de... Donc ils ont rebâti la digue à toute allure, parce que les anciens savaient pourquoi ils faisaient la digue, mais nous, on ne savait plus, quoi. Donc, et ça arrive pareil sur la Durance. Ça faisait des années qu'on disait on ne construit pas aussi bas sur la Durance, on ne construit pas, parce que, évidemment, une fois tous les 100 ans, il y a une inondation. Et voilà, et puis arrive les 100 ans. Mais le terrain n'était pas cher. Oui, voilà. Mais c'était inconstructible, parce que les anciens savaient qu'il ne fallait pas construire là. Ben voilà, les anciens, c'est comme... il y a quelques années, je crois que c'était à Chamonix, il y avait des chalets qui ont été emportés par un couloir d'avalanche, personne chez les anciens avait construit dans cet endroit-là, parce que de temps en temps, il y en avait un. Donc, la température change tout le temps, et on nous raconte aujourd'hui qu'il va y avoir des problèmes énormes, mais c'est nous qui les créons. Et alors là, ça m'amène à un deuxième sujet, c'est que dans le fond, ces gars-là pensent qu'il va y en avoir pour tout le monde. Ils sont fondamentalement malthusiens. Ils sont fondamentalement pessimistes. D'ailleurs, tu remarqueras qu'en général, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont avoir un enfant, c'est un peu un acte d'inconscience vis-à-vis du futur. Pas d'inconscience, mais de dire ça continuera, quoi.
Ma mère disait toujours que elle avait l'impression que les générations se donnaient les mains, et puis quand elle est arrivée dans la génération qu'elle était la dernière à donner la main, et puis qu'ensuite ça allait tomber, que ça allait être à moi de donner la main. Tu vois ce que je veux dire? C'était une belle image, je trouve, comme ça, on se donnait les mains au travers des siècles. Et bon, donc ils ne veulent pas concevoir la vie comme quelque chose qui a du temps, une transmission. Une transmission. Et ils pensent que l'économie, ça va être de gérer la rareté. Mais ce que je vais essayer de dire maintenant, il faut peut-être que les gens fassent un peu attention, c'est que ça n'est pas possible. L'économie, c'est un peu comme une bicyclette. Hein. Si on s'arrête, on tombe. Laissez-moi vous donner 2 ou 3 exemples de cette réalité, parce que je crois que les gens ne comprennent pas bien. Prenez par exemple le débat en ce moment sur les retraites. Bon. Les retraites aujourd'hui représentent 14% du PIB. Tu vois, c'est un niveau élevé parce qu'on est vieux. Parce qu'on est vieux. Mais comme on vieillit, si la croissance tombe à 0, si on reste à 0, tu vois, comme ça, comme il y aura de plus en plus de gens qui vont vieillir, oui. Eh ben, il faudrait que le PIB monte de 1,9% par an, ce qu'il n'a pas fait depuis des années d'ailleurs. Avec la balance commerciale qui est la nôtre aussi, j'ai du mal à le concevoir. C'est difficile, parce que puis avec l'aide au poids de l'État, mais il faudrait que ça monte de 1,9% par an le PIB pour qu'on reste à 14%. Donc si on tombe à 0, les retraites vont passer à 15, puis à 16, donc puis à 17. grignoter au fur et à mesure. Et ça veut dire que ceux qui travaillent, eux, ils n'ont pas un revenu qui reste à 0. Ils ont un revenu qui va baisser de 1,9% par an. Donc tu imagines l'enthousiasme pour aller bosser, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui est quand même assez facile à comprendre. C'est que ceux qui pensent à l'état stable, qu'on va rester comme ça, nous annoncent tranquillement qu'on va avoir une baisse de notre niveau de vie. Tout le monde. Je crois pas qu'il pousse le raisonnement jusqu'à là. Je regardais hier, comment il s'appelle, Thomas Porcher, qui disait oui, c'est insultant pour les gens qui sont fatigués de continuer à travailler plus tard que 62 ans. C'est-à-dire que tu as pratiquement un renversement de la charge de la preuve, un peu comme un avocat. C'est-à-dire que lui part du principe que les gens sont fatigués. Et ils doivent... moi, j'ai créé ma dernière société, j'avais 62 ans. Non, mais indépendamment de ça, c'est un problème de réalité, si tu veux. C'est que tu dis, mais la pyramide des âges étant ce qu'elle est, et celle des natalités aussi, je suis désolée, mais il va falloir que ça soit un effort collectif. Alors, on peut faire des exceptions pour les gens qui ont eu des travaux, enfin, qui ont travaillé de façon très difficile à la mine. Mais enfin, le type qui était à la Sécu, il est peut-être mort d'ennui à la fin, mais c'est tout, quoi. Je dis pas que ça soit sympa, mais je dis qu'à partir du moment où c'est un système qui a été géré en collectivité, la réponse, malheureusement, ne peut être que collective, et je vois pas, mathématiquement, comment il pourrait en être autrement. Mais il peut pas en être autrement. Donc, avec toute la bonté que j'ai pour tout le monde, c'est juste que... Non, ce que tu dis, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est souhaitable et ce qui est faisable. Bon, ce qui est souhaitable, c'est qu'on soit tous riches sans travailler. Ça me parle, j'aimerais bien, mais malheureusement, ça marche pas comme ça. On nous a dit en sortant du paradis, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Oui, tu accoucheras dans la douleur, et je peux te dire que c'est le cas. Hein. Moi, je sais pas, mais je me suis laissé dire. Mais enfin, je me doute qu'il y a peut-être un peu d'exagération là. Mais enfin, je suis pas sûr. Non, mais donc, grosso modo, sur ce premier exemple, ça montre que d'abord, c'est impossible. Hein, donc, c'est la première des choses. Ensuite, on fait venir à l'heure actuelle des tas de gens qui n'ont pas de capacité, qui ont du mal à lire et écrire, en partant du principe qu'ils vont peut-être nous payer nos retraites. Bon, peut-être leurs enfants s'ils bossent, etc. Mais est-ce que ce ne serait pas plus simple de prendre l'excédent d'épargne des Français qui est aujourd'hui investi en obligations françaises qui ne servent à rien et qui vont tomber à zéro, et d'aller investir dans les pays d'où ils viennent pour créer des boulots pour ces gars-là, avec nos sociétés qui font des usines là-bas,
et qui, à ce moment-là, quand les usines seront là-bas, ben, elles seront rentables et pourront peut-être payer des retraites aux Français. On n'a pas besoin de faire venir les gars, on peut faire sortir nos excédents de capitaux pour aller là-bas, non? Alors, je crois qu'on a déjà essayé de faire du développement en Afrique, ça n'a pas vraiment marché, oui. Et à chaque fois qu'un Français, confère Bolloré, va pour développer des trucs en Afrique, il se fait déchirer. Oui, on explique qu'on exploite. On explique qu'on exploite. Alors, je suis pas forcément persuadée... J'ai une belle histoire là-dessus. Tiens, j'ai un de mes copains qui est spécialiste de faire des centrales thermiques, électriques. Et puis il était à Cuba, il faisait un projet pour faire une centrale électrique à Cuba, il n'y a rien qui marche à Cuba, rien. C'est étrange sous un régime communiste. Oui, c'est étrange, rien ne marche. Donc, il présente son projet au ministre de l'Industrie, qui est d'accord à tort, puis qui regarde, puis il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette ligne-là? Ben, le gars dit, ça c'est la rentabilité que nous on va avoir sur le projet qu'on fait à Cuba. Le type dit, ah mais le profit c'est insupportable dans une société communiste. Non, ça on l'accepte pas. Et ben donc ils n'ont pas eu d'électricité. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas simplement les crétins en France, de gauche, etc., qui disent vous avez exploité l'Afrique. C'est qu'il y a aussi toute une série de crétins à Cuba qui ne conçoivent pas qu'il y ait une rentabilité du capital. Qu'il y ait une rentabilité pour celui qui a fait la prise de risque. Et donc là aussi, on se retrouve dans un monde complètement idiot, puisque celui qui a besoin de capital, il refuse de le rémunérer. Et celui qui est prêt à le fournir, ben, pourquoi il le fournira à quelqu'un qui ne le rémunère pas? Il va aller le mettre à Singapour, son argent. Ou il va un endroit où, en tout cas, il aura une rentabilité. Donc, il y a aussi une incompréhension totale de la nécessité de rembourser le capital, qui n'est jamais que l'épargne que nous ont laissé nos parents, nos grands-parents. Si on ne le fait pas, on bouffe l'épargne et on se retrouve sans rien. Donc, il y a une incompréhension totale de la nécessité de faire ce que les économistes appellent l'approfondissement capitalistique, c'est-à-dire que les Français aient de plus en plus de capital rentable dont ils peuvent se servir, ce qui permet la hausse de la productivité et la hausse du niveau de vie. Sachant que par ailleurs, toutes les mesures qui ont été faites par la BCE ont au contraire été vers une diminution de ce capital pour essayer de faire une euthanasie du rentier. Donc on a au contraire, on a fait exactement l'inverse. On a fait exactement l'inverse. Ce qui veut dire que l'un des problèmes que l'on a en France, c'est qu'on confond, volontairement ou pas, c'est peut-être de l'idiotie, c'est tout. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de la théorie keynésienne. Ils confondent la création de valeur et la création de monnaie. Et c'est pas du tout la même chose. Et la rentabilité du capital aussi, voilà, ça on l'a vu chez Piketty. On l'a vu chez Piketty, donc ils confondent la rentabilité du capital et la création de valeur et la création de monnaie. Et c'est évident quand on voit la façon dont ils ont traité le Covid, par exemple, ils ont distribué de l'argent en disant ça remplacera la valeur, mais ça remplace rien du tout. Et on le voit aujourd'hui dans le système de l'électricité qui est en train de faire sauter des milliers de petites entreprises. Je t'ai envoyé hier, mais tu n'as pas dû la voir, une vidéo d'une dame qui a 2 boulangeries et qui effectivement dit que sa facture est passée de 12 000 à, en tout sur ces 2 sites, 90 000. Donc c'est ça, c'est l'histoire de notre hôtel. Voilà, donc il est évident que cette personne qui emploie 10 personnes, puisqu'elle a 2 boulangeries industrielles, à notre époque c'est moins artisanal, qui a refait faire sa boutique donc à hauteur de 120 000, qui s'est voilà, et elle avait avec son bilan, elle disait, je vais me retrouver avec un résultat de 50 000. Une fois toute déduction faite, c'est 30 000. Avec mon mari, ça, tu vois, tu travailles pour 30 000 euros à 2 par an. Par an. Et encore, elle réussit, si elle n'est pas obligée de fermer ses boulangeries, parce que l'hôtel dont je parlais a... Donc, on a des gens qui interviennent dans le système des prix, dans le système des investissements, avec des idées certainement très généreuses, mais ça n'amènera pas la croissance, ça amènera la décroissance, parce qu'on gaspille le capital et qu'on le remplace par de l'argent qui ne vaut rien. L'argent, par définition, ça ne vaut rien. L'argent qu'on a, la valeur de l'argent, c'est basé sur le stock de capital de la France depuis toujours. Mais si on détruit le stock de capital de la France, la monnaie qui sera utilisée en France ne vaudra rien. Elle ne vaut rien que adossée à ce stock de capital. Donc, ils comprennent pas ça. Donc la première des choses, c'est que l'état zéro de croissance est impossible. Ou tu crois, ou tu décrois. La deuxième chose, que dans cet esprit, donc j'ai parlé de la retraite, mais pense à la dette. Bon, la dette et sa charge. La dette, elle est aujourd'hui, mettons, à 125% du PIB. Bon, c'est-à-dire si le pays, elle est à 60, la charge de la dette doit être à peu près à 60 ou 70 milliards aujourd'hui.
s'il y a une croissance zéro, ça veut dire que, automatiquement, de plus en plus du PIB, au fur et à mesure que la charge de la dette monte, va être consacré au service de la dette. Donc il en restera de moins en moins pour les gens qui travaillent vraiment. Donc si tu ajoutes la dette et les retraites, ce que tu es en train de dire aux gens de ton âge en France, vous allez avoir une baisse de votre niveau de vie entre 3 et 5% par an, avec un PIB qui reste à zéro. Donc ils te diront, voyez, ça va bien, on est à zéro, donc il n'y a pas d'injustice. Mais si, parce que le passé nous coûte aujourd'hui 5% par an. Et alors, on va dire, on ne va pas le payer, ce passé. Mais à ce moment-là, comment on va payer les retraites? Puisque toutes les retraites sont en obligation d'État. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la seule façon de s'en sortir, c'est de croître de 3 ou 4% par an. Oui, mais comment tu veux, alors que l'économie, c'est de l'énergie transformée et qu'on n'a pas d'énergie, qu'on s'est coupé d'un gaz russe moins cher et négociable pour acheter un gaz de schiste. Et qu'on a foutu en l'air notre système nucléaire. Et qu'on a foutu en l'air notre système nucléaire. Pour des raisons complètement idéologiques. Et absolument pas libéral. Je le rappelle, les ventes d'EDF n'ont absolument rien de libéral. Ça n'a pas été une libéralisation du marché, mais une vente forcée par l'État. On ne sait pas pourquoi. Dans un système libéral, l'État n'a rien à dire à EDF, quoi. Tant plus qu'il était privatisé à l'époque. Et dans un système libéral, personne ne vend à perte. La dernière fois que j'ai regardé. Non. On ne force pas les gens à vendre, et les gens, en général, n'étant pas plus cons que mal habillés, ne vendent pas à perte à des tiers non plus. Des tiers qui ont été choisis, on ne sait pas trop comment, parce que les intermédiaires EDF à qui on a dû vendre à 90... 48, je sais pas quoi, le kilowattheure, voilà. Contre... 120, je sais plus combien. Maintenant, il le rachète à 340 EDF. 392, un truc comme ça. C'est de la folie. Qui sont ces gens qui ont eu le dégroupement? Là, voilà aussi, c'est un peu comme l'avion qui a volé sur le Lolita Express. J'aimerais bien voir la liste des actionnaires de ces... Je sais pas, par exemple, quels sont les grands actionnaires qui ont financé les moulins à vent, là, quels sont les grands actionnaires qui ont financé les campagnes. Les rétrocommissions. Et éditer voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc là aussi, on sent qu'il y a une corruption absolument gigantesque. Et ces gars-là, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le risque pour ces gars-là? Je vais te dire, le risque pour ces gars-là, c'est qu'un jour, il y a un pays qui se réveille, mettons la Hongrie ou la Pologne, et qui commence justement à auditer, à regarder, à dire non, ça marche pas. Parce que le système national est l'endroit où se mettent à jour les corruptions nationales. Mais si maintenant, tu as déplacé tous les jugements à Bruxelles, et toutes les prises de décision à Bruxelles, il n'y a personne qui peut auditer et faire tomber les gens qui auraient fait des saloperies. On l'a vu très bien dans l'histoire des vaccins avec Madame van der Leyen. Tu veux que j'arrive à le dire, hein? J'arrive à le dire, Madame van der Leyen, ça y est, j'ai compris. Ça nous a fait 6 mois de training, mais on y est arrivé. On y est arrivé, j'y arrive, van der Leyen, j'y arrive. L'histoire des vaccins, il y a eu des milliards de commissions, mais elle refuse de donner ses SMS qu'elle a fait avec Pfizer. De quel droit? Je veux dire, il n'y a pas de... On l'a vu avec l'histoire de ces 2 députés qui avaient socialistes, qui avaient Quelle surprise! Qui avaient des placards entiers pleins de billets, mais je sais pas qui les a amenés là, c'est sûrement la femme de ménage. Ils les ont eus par hasard, ils regardaient les services secrets complètement autre chose. Hein. Oui. Ils sont tombés dessus absolument par hasard. Et pour l'instant, et le coup le plus beau, c'est que l'Europe a décidé de lancer une commission d'enquête une fois que la Belgique aura fini ses enquêtes sur le coup. Donc, c'est-à-dire dans 5 ans. Oui. On ne voit pas ce qu'empêcherait les services de l'Europe, les services juridiques de l'Europe, de lancer une enquête en même temps. Alors, je suis pas en termes... Tu sais, il y a ce qu'on appelle la litispendance, quelquefois, c'est-à-dire que quand une juridiction est saisie, l'autre ne peut pas avant que... Donc, je sais pas, il y a peut-être un truc de litispendance en termes de droit international, j'y connais rien, entre la Belgique et les instances européennes. J'entends bien, mais quand ça joue toujours quand ces genres de jurisprudence jouent toujours en faveur des mêmes... Il faut espérer que la justice belge sera autonome et digne et qu'il est possible, hein, franchement, c'est possible. Tombe donc, sur un juge ces gens-là, intègre. qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'organiser un monde à l'arrêt. Et comme ça va pas marcher, l'étape suivante,
comme on l'a vu pour le Covid, comme on l'a vu pour... comme on va le voir pour l'énergie, ça va être le ticket de rationnement. Bien sûr, dont ils seront détenteurs. C'est eux qui les distribueront. Alors, il y a aussi quelque chose qui est notable, c'est la volonté de nous empêcher de circuler. L'atteinte au droit de circulation étant... Rappelons que le droit de circulation est une liberté individuelle. C'est l'essentiel. Et puis, pour que tu puisses te réunir... Oui. Il faut que tu puisses circuler pour te réunir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une façon d'empêcher les gens de se réunir qui est tout à fait remarquable. Donc, en quelque part, laissant augmenter autant l'énergie fossile, ça veut dire qu'il devient très difficile de se payer de l'essence pour aller à droite et à gauche. En tout cas, les gens renaclent et réfléchissent. Regarde, moi, on m'a forcé, par exemple, maintenant, j'ai pris... sur mon téléphone, un système pour ma moto, pour me garer où je veux dans Paris et tout. Pélib, Autolib. Je paye comme ça et tout. Là, maintenant je vais en vélo parce que ça m'agace. Parce que là, il y a 2 jours, j'ai dû prendre ma moto. Ça m'a coûté quasiment 15 ou 16 euros de stationnement. Mais non, tu t'y es mal pris. Ah ben non, je suis resté 4 ou 5 heures, boum. 15 euros? 15 euros? Bon, non, t'as dû faire une mauvaise manip, c'est pas possible que ça soit aussi cher par jour. C'est pas cher si tu te gares à côté de chez toi, mais si tu te gares un peu plus loin, t'es loin. Donc ça veut dire que, moi, 15 euros, ça change pas ma vie, je dis pas le contraire. Mais imagine un type qui vient travailler tous les jours avec sa moto à Paris. Mais enfin, 15 euros, t'aurais aussi bien pu prendre un taxi, hein. C'est ça, j'étais à la limite, j'aurais pu prendre une remorque, ça m'aurait fait 15 euros dans chaque chance, mais donc, encore une fois, donc tout ça, c'est pour réduire le nombre de gens, réduire les mouvements, c'est toujours un instrument de contrainte. Donc je reviens à ma vieille idée, il y a 2 sortes de sociétés, la main invisible d'Adam Smith ou le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Eh bien, ces gens-là, depuis des années, ils augmentent les coups de pied dans le derrière de Staline de façon extraordinaire. Quand on a fait l'émission sur la Suisse, qui a bien marché d'ailleurs, on a eu plein de compliments dessus, c'était sympa. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quelque chose de très étonnant, c'est que la Suisse est restée à 30% de l'État dans le PIB depuis 1960, et nous, on est passé de 30 à 62. Et donc, plus le poids de l'État monte dans l'économie, plus le coup de pied dans le derrière de Staline augmente. Mais on arrive maintenant à une telle incapacité qu'ils ne peuvent plus continuer à faire monter ou à le maintenir à ce niveau-là sans violence individuelle contre les Français. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est nos libertés fondamentales de circuler, de nous réunir, d'aller à l'église, de tout ça, qui sont en jeu. Est-ce que tu penses qu'un nouveau mouvement des Gilets jaunes, différé, serait possible dans cette nouvelle année ou dans les temps qui viennent là en France? Je crois que le nouveau mouvement des Gilets jaunes, il va venir, s'il vient, il viendra des petits commerçants, parce que quand on voit la facture d'électricité de certains commerces, et ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette histoire d'électricité, c'est que le prix de l'électricité en France n'a rien à voir avec le coût de production de l'électricité en France. Il a tout à voir avec le prix marginal que payent les Allemands du gaz en Allemagne. Et l'alignement sur le prix du gaz dont il faut qu'on sorte. Donc on a signé un traité européen qu'il fallait qu'il y ait un prix d'électricité commun à toute l'Europe. Oui. Et pourquoi ça? Nous, on avait fait plein d'investissements dans le nucléaire, donc on n'avait pas d'électricité, mais on a vendu, donc on a foutu en l'air EDF, on a subventionné des crapules, et on a tué un instrument qui nous permettait d'avoir, qui nous permettait d'avoir un coût d'électricité qui était très bas, ce qui était un avantage énorme vis-à-vis de l'Allemagne, mais l'Allemagne ne supportait pas. Donc, maintenant... Sachant que, l'Italie et l'Espagne en sont sortis, et que nous... Pannier-Runacher est arrivé hier en disant « Oui, mais eux, ils ont pu en sortir, mais nous, c'est beaucoup plus compliqué. » Where there's a will, there's a way. Oui, là, le Portugal et l'Espagne, ils en suivent tout de suite, mais il y a donc que 2 possibilités là. Ou bien M. Macron ne peut pas accepter de se déjuger parce que, je sais pas quoi, c'est un narcissiste, c'est un crétin intégral. C'est un narcissique. C'est un narcissique, et il s'en fout qu'il y ait des milliers, parce que ce qui compte, c'est qu'il y a un prix d'électricité européen pour bâtir son État européen auquel personne ne croit. Et qu'il soit bien vu par les instances allemandes. Et qu'il soit bien vu par les instances allemandes. Ou bien l'Allemagne n'accepterait pas que la France retourne à un prix d'électricité compétitive. Et M. Macron se couche devant l'Allemagne parce que peut-être l'Allemagne a des moyens de pression sur M. Macron que nous ne connaissons pas. Et si c'est ça la réalité,
ça ne fait que confirmer ce que nous savons tous, que M. Macron est un traître à la nation. Je pense qu'elle va avoir des problèmes, cette vidéo. Je sais pas. Je pense qu'il faudrait qu'on parle un petit peu du Covid et là, on serait super bien. Là, c'est vraiment dommage. Je sens que ma chaîne va sauter. Tu crois que... Oui, je crois qu'on va avoir... Et là, on va avoir un petit bandeau en dessous. Là, c'est parti. Dis attention, ne croyez pas à tout ce que... Ouais. Et alors, ce qui se passe aux États-Unis, avec Musk, c'est que d'un seul coup, il y a un endroit où se passaient toutes ces manœuvres sordides, qui était Twitter, et on a eu accès à tous les documents. Et alors, ce que fait Musk, qui est le tout sauf bête, il a confié à 2 grands journalistes complètement indépendants, qui sont des vedettes aux États-Unis, mais qui ne travaillent pour personne, qui ne travaillent que pour eux, de mettre ces documents à la disposition du public, une fois qu'ils les auraient eux-mêmes traités pour montrer les points importants et tout, parce que donc, tu vois sortir ces documents semaine après semaine, et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et du coup, ça fait l'effet, à mon avis, exactement du goulag de Solzhenitsyn, l'archipel du goulag. C'est-à-dire que les documents commencent à sortir. Alors, les grands journaux se taisent, ils ne disent rien parce qu'on sait qui les contrôle, etc. Mais sur le net, ça commence à faire tache d'huile, ça commence à sortir. C'est pour ça que je dis, si vous voulez interdire cette émission, ça serait peut-être pas une bonne idée, quoi. Mm-hmm. Ouais, ce que je veux dire, c'est que vous pouviez peut-être interdire il y a 1 an, mais vous pouvez peut-être plus interdire aujourd'hui parce que c'est quand même un peu... Faites attention à ce que vous faites, quoi, parce que ça devient un peu trop visible que vous êtes vendu. Et donc, on voit, par exemple, l'un des principaux démocrates aux États-Unis, qu'on voyait tout le temps à la télévision, qui demandait officiellement à Twitter d'empêcher cet adversaire politique de parler, etc. Ce qui est complètement anticonstitutionnel aux États-Unis. On n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de parler. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient voir Twitter et ils disaient vous lui coupez son compte. Oui, bien sûr. Ce qui était une façon d'empêcher de parler. C'est-à-dire que c'était pas le gouvernement qui empêchait l'autre de parler, c'était Twitter. Et on voyait bien cette espèce de lien, et on voit que la CIA, le FBI avaient des bureaux chez Twitter en temps réel. Et que c'était le bureau de San Francisco du FBI qui contrôlait un petit peu la façon. Mais je suis bien persuadé que s'il y avait le bureau de San Francisco qui s'occupait de Twitter, il devait s'occuper aussi de YouTube, il devait s'occuper de... Mais il n'y a qu'à voir de toute façon sur le contrôle du Logos, puisque c'est exactement ce dont on parle. En France, combien les récents... Alors, sur un autre sujet, là, c'est pas forcément sur l'économie, parce que l'avantage sur l'économie, c'est que personne n'y connaît rien, et que les gens n'ont pas... nous Oui, non, mais sur les réseaux, tu as du Piketty, du Porcher, la NUPES qui s'excite, et personne, je veux dire, les gens parlent d'inflation pour parler d'hausse des prix, enfin, c'est une catastrophe. Donc, c'est une catastrophe, donc le niveau est en train de... des faux mots, par exemple, ils appellent ça libéralisme. Oui, voilà. Alors que c'est pas du libéralisme, c'est du vol à la tire. Bon, alors, ou alors néolibéralisme, qui est un concept inventé par des crétins pour couper le libéralisme de ses racines ancestrales et théoriques. Moi, j'ai toujours dit que si on mettait un deuxième nom auprès d'un nom, par exemple démocratie, on comprend ce que c'est, démocratie populaire, on comprend très bien. Quand on met un deuxième nom, ça n'a rien à voir avec le nom de départ. Donc, et en général, c'est pour arriver à la démocratie populaire du Congo. Et oui, donc néolibéralisme, ça ne veut rien dire. Ou il y a libéralisme, ou il n'y a pas de libéralisme. Mais néo, ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de libéralisme ancien, il n'y a pas de libéralisme nouveau. C'est comme si, en fait, c'est une volonté. Le terme de néolibéralisme, ça a été inventé par des gauchos pour quelque part nous couper de nos racines d'école autrichienne, d'école de Salamanque, et pour en quelque part en faire une sorte de pastilla économique qui serait une sorte de recette de cuisine mal fondue. Et surtout pour montrer que c'est une idéologie. Voilà, alors c'est tout sauf une idéologie. C'est tout sauf une idéologie parce que c'est des principes juridiques, c'est des principes légaux. L'égalité de tous devant la loi. Voilà, c'est tout. Donc ça ramène au contraire un certain humanisme. Donc pour moi, je considère que les gens qui emploient le mot néolibéralisme sont des crétins mal informés. Voilà. Et s'ils sont des intellectuels et qu'ils l'utilisent, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils sont des menteurs. C'est exactement ce que je dis. Soit vous êtes des crétins mal informés, bon, ce qui est acceptable parce que vous pouvez toujours vous former. Un type de 20 ans qui parle de l'analyse, ça me gêne pas. Mais un type très instruit, un journaliste, un philosophe qui emploie ce genre de termes,
Pour moi, il se déconsidère. Il se déconsidère, et ça veut dire, dans ces cas-là, que c'est un ennemi acheté par le pouvoir. Je n'en considère pas moins. C'est un ennemi pour moi, puisqu'il ne dit pas le vrai. Ton devoir est de dire le vrai, si tu es cultivé. Si tu dis le mensonge, tu es un ami de Satan. En sachant que c'est un mensonge. En sachant que c'est un mensonge, tu es un ami de Satan, c'est tout. Je te parle plus. Tu as bien raison. C'est tout à fait ça. C'est tous ceux qui utilisent des mots qui sont utilisés et proposés par Satan, comme tu viens de le dire, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Et on remarquera qu'à ce moment-là, il a beaucoup de caractéristiques communes. Par exemple, il n'aimera pas la vie. Il pensera que c'est foutu de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quand même un certain nombre de probabilités qu'il soit pas si loin que ça de... Il adorera le vilain art moderne. Qui est une autre façon de tuer la vie d'ailleurs. Ouais. Oui. Alors, recentrons-nous. Je voulais te demander quelque chose. Est-ce que tu crois que leur histoire de bouclier tarifaire peut tenir encore longtemps, puisque c'est une façon pour eux assez maligne. C'est-à-dire que tant qu'ils font semblant de proposer des solutions, des chèques énergie, des pis-aller, les gens ne vont pas se révolter contre la main qui les nourrit. Donc, combien de temps ça peut tenir ? On le voit au moment de Bon, ils ont fait ça pour les élections et pour les élections législatives, pour que ça gueule pas trop. Mais si aujourd'hui, avec la hausse du prix de l'électricité, leur histoire de bouclier tarifaire, c'est l'imbécilité ultime de tout démagogue. Il veut que le pain soit bon marché pour plaire aux ouvriers et que la farine soit chère pour plaire aux paysans. Oui. Manque de peau, ça marche pas. Parce qu'au milieu, il y a quelqu'un qui paie la différence. Et cette personne, c'est l'État, ce qui veut dire que le déficit budgétaire va absolument exploser si on maintient ces boucliers, puisque l'État achètera à 100 et vendra à 10. Donc il prendra 90 sur chacun de ces boucliers dans les dents. Donc ça serait peut-être possible si on avait vaguement un équilibre budgétaire, parce qu'on pourrait le mettre en plus, mais avec la dette qu'on a et la façon dont ça part, ça me paraît... Donc, non, c'est pas tenable. On a vu, c'est la technique d'un certain nombre de pays comme la Tunisie pendant des années. Bon, Ben Ali est parti, mais il achetait du blé hors de prix et il vendait de la farine pas chère. Bon, mais la différence, c'est que les balances commerciales tunisienne s'est complètement écroulée et que ça a sauté, les gens mouraient de faim et il est parti se réfugier vite fait en Arabie Saoudite. Alors en général, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont fait en Algérie, ils dévaluent un bon coup. Et oui, à ce moment-là, le blé qu'ils achètent à l'extérieur devient hors de prix. Oui, mais ils absorbent quelque part. C'est la seule solution, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut que les Algériens se mettent à produire du blé ou les Tunisiens, tu vois, pour nourrir leur propre population. Tu ne peux pas continuer à... Et non, c'est pas tenable. C'est des arrangements à court terme pour essayer de gagner. Encore une fois, ces gens-là, quand on entendait parler de Gaulle, Pompidou ou même Giscard, quand ils parlaient du système nucléaire français, ils se plaçaient dans un horizon à 20-30 ans. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Tandis que là, l'impression dont on est gouverné, c'est qu'on a des gars qui... comme Madame Lagarde, qui découvre avec stupéfaction qu'il y a de l'inflation. Alors on ne savait pas d'où ça venait. Enfin, personne ne m'avait prévenu. Mais enfin, qu'est-ce que c'est ? Et donc, il raisonne littéralement en fonction d'élections qui aura lieu dans 3 mois. Mmh. Ils n'ont plus aucune idée du long terme. Et ce qui veut dire aussi qu'ils n'ont plus aucune idée de la pérennité de la nation. C'est-à-dire que quand tu es un gouvernement, on t'a confié un pays, on t'a confié un État, etc. L'idée, c'est quand même que tu rentres des clés quand tu t'en vas avec un pays qui au moins ne soit pas plus mal. Tandis que quand tu regardes les 4 ou 5 depuis à peu près Jospin, chaque fois, ils rendent les clés dans un état bien pire que le précédent. Alors, ils rendent les clés dans un état bien pire et aussi, caveat, ils ne rendent pas le mobilier national. Oui, ça, ils se barrent. Mais justement, ils s'en sont mis plein les fouilles. C'est l'histoire que je racontais de l'amiral qui commandait la force de frappe française sous Giscard, qui était le père d'un de mes amis. Et il avait un bureau à l'Élysée, il avait fait une meublée par le mobilier national. Puis quand comme toujours. On a le droit, et puis quand il est parti, il a téléphoné au mobilier national, on va venir chercher les meubles. Et les types du mobilier national lui ont dit, écoutez, monsieur l'amiral, c'est la première fois
que quelqu'un nous demande de venir chercher les meubles, parce que d'habitude, ils les emmènent avec eux. Et tu te retrouves avec des secrétaires, Louis XV ravissant, marqueterie. Bon, tu me diras, à notre époque, ça vaut plus rien. Mais enfin, les types n'avaient pas peur de voler. C'était quand même... Et c'était sous Giscard, j'imagine pas. Ça n'a pas dû ça. Parce que ça n'a pas dû s'améliorer. Voilà un petit audit qu'on pourrait faire du mobilier national. Bah, écoute, à l'époque de Mitterrand, tu te souviens, il faisait venir en hélicoptère les petits fours de l'Élysée dans sa maison à Guattari, à Latché. À Latché, c'est-à-dire pas loin de Bayonne, par là-bas, enfin sur les Landes, dans les Landes. Non, mais ça, c'était... Ça n'a pas coûté cher, cette affaire, encore. Ça n'a pas coûté cher, non. Donc, encore une fois, on est passé... de gens qui servaient l'État à long terme, qui avaient le respect de la population. Il en reste des traces encore, pas tellement chez les politiques, mais chez les hauts fonctionnaires, il y avait. Et puis aujourd'hui, les hauts fonctionnaires sont devenus des pilleurs d'épaves. C'est quand même très inquiétant. Comme M. Delanoë, celui qui s'occupait des retraites, là. Apparemment, il avait, pour empêcher les autres de toucher, pour baisser leur retraite, lui, il touchait 13 retraites de l'État. Bah, tu l'avais calculé, ça, sur Hérault, oui. Oui, la retraite de Monsieur Hérault, entre la retraite de prof de langue, la retraite... Et tout ça se cumule, ce qui leur fait des retraites indexées, sans prise de risque. Payées par les impôts. Et si moi, en tant que... Et leurs veuves, qui souvent, parce qu'ils en ont pris une plus jeune, qui va toucher très longtemps. Très longtemps. Mais moi, je me souviens, j'avais calculé pour Hérault, d'ailleurs, il touchait à peu près 400 000 euros par an d'avantages, de retraite, de trucs, de machin. C'est-à-dire que moi, en tant que capitaliste infâme et tout, si je voulais 400 000 euros indexés sur l'inflation, il fallait que j'ai un capital d'au moins 40 millions d'euros. Puisque les taux indexés étaient à 1% à l'époque. Eh bien, moi je disais, mais qu'on taxe M. Hérault sur sa fortune virtuelle. Parce que moi, pour toucher 400 000 euros par an, ça veut dire qu'il y a un capital de 400 000 qui lui sert cette retraite. Mais taxons donc tous ces fonctionnaires, tous ces hauts fonctionnaires qui touchent 2, 3, 4, 5, 10 retraites, sur leur retraite, sur le montant capitalisé de leur retraite. Et là, à mon avis, il y aurait une belle source de... Parce qu'il faut se dire que quand De Gaulle a quitté l'Élysée, quand même, il a refusé toute retraite et il vivait sur sa retraite de colonel. Eh bien, la première chose qu'a fait Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir avec Henri Lassuie, après Giscard, c'était d'établir le système de retraite des présidents de la République. Et Dieu sait qu'il les a bien servis, parce qu'il savait qu'il en aurait besoin un jour. Bon, il y avait Giscard qui demandait aussi, et Giscard, il paraît que c'était un enfer, il réclamait absolument tout. C'est-à-dire qu'il avait droit en tant qu'ancien attaché militaire, enfin, en tant qu'un attaché militaire, il le prenait. Oui. J'avais entendu dire, enfin, je connaissais la négociation du mariage de sa fille, ça avait été... oui, ça avait été absolument rocambolesque. Voilà. Donc, jusqu'au dernier timbre. Hein, Tout à fait. Donc, cette classe dont on parle... Non seulement elle est contre la vie, non seulement elle est pour que les autres disparaissent, non seulement elle est pour que le niveau de vie de tout le monde baisse, mais elle est pour que eux continuent à être au sommet, quoi. Et c'est donc une classe qui est complètement prédatrice. Et je crois que on le voit aux États-Unis, les Clinton, on le voit partout. C'était pas normal qu'un président de la République, les Clinton, ils sont arrivés de l'Arkansas, ils n'avaient pas un rond. Maintenant, ils doivent avoir une fortune de 300-400 millions de dollars. Comment ils ont fait ? Comment sont-ils arrivés à ce résultat ? Si on va par là, l'autre question, c'est aussi comment un ancien banquier de chez Rothschild qui a bossé en M&A sur des deals absolument colossaux est un patrimoine aussi ridicule. De 70 000 euros, je crois. Voilà. Et sans que personne ne se préoccupe de quoi que ce soit. Quoi. Toute personne qui a travaillé dans les banques privées sait très bien que tu es le coutumier assez facilement d'avoir des bonus de 1 million, 2 millions. Où sont passés ces bonus ? Ou alors il travaillait pour la gloire, le garçon, mais dans ces cas-là, il faut me le dire. Il faut me le dire, et c'est... On va rarement en banque d'affaires pour la gloire. Non, parce qu'en plus, c'est des horaires horribles, c'est un boulot... C'est des horaires horribles, et puis c'est un métier très chiant. C'est super, mais au moins c'est bien payé, tu peux pas... C'est très bien payé, mais c'est cette idée, si tu veux,
marier deux sociétés, l'une avec l'autre, et que le premier rachètera la deuxième et virera la moitié des personnels de l'autre et tout, moi, je pense que c'est un métier de pilleur d'épave. Moi, je l'ai fait en audit juridique et à l'époque, c'était des trucs rigolos. Tu vois, par exemple, c'est drôle d'ailleurs parce que c'était à l'époque Quick qui voulait racheter Burger King. Et de nos jours, c'est Burger King qui ensuite a racheté Quick. Donc tu vois, 20 ans Mais auditer des sociétés comme ça veut dire auditer toute la masse salariale, auditer tous les contrats et ainsi de suite. C'est d'un ennui profond. Et tu sais que le but, c'est quand même de virer un tiers des mecs. Bah oui. C'est pour ça que tu fais c'est pour ça qu'à terme, tu fais aussi un plan social. Donc tu dois connaître toute la masse salariale. Encore une fois, je redis un truc qui est très important et qui revient sur l'histoire de croissance. 90% des emplois créés dans un pays, la France, les États-Unis, etc., sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Les grandes entreprises, les géants, en principe, la plupart du temps, ils ont un emploi stable ou qui se rétrécit. Oui, mais tu vois, c'est là où c'est très important, c'est que cette crise énergétique va amoindrir le tissu entrepreneurial. Le gars qui ont moins de 10 personnes. Au milieu. Parce que c'est évidemment, comme ils tournent sur des budgets bien plus petits, c'est eux qui vont être terriblement impactés. De sorte que les gros qui arrivent à avoir des effets de levier sur la bourse et ainsi de suite vont se porter encore mieux. Et ils vont les LVMH de ce monde. Ils vont pouvoir acheter les gars en dessous pour rien. Pour rien. Et c'est monstrueux. C'est-à-dire que quelque part, moi, en bon libéral, la vérité, c'est qu'il faut que la résistance soit organisée par les petits entrepreneurs qui sont là. C'est eux le corps de lutte de la vraie démocratie. Donc, petits entrepreneurs, regroupez-vous, luttez. Faites entendre vos voix. N'attendez pas de l'État qui vienne vers vous. Vous n'aurez pas de solution. Il va falloir que ça vienne de vous et que vous vous organisiez. Ce que vous pourriez faire peut-être, c'est acheter des machines pour faire de l'électricité et vous brancher avec du diesel. J'en sais rien. Alors, il y a aussi quelque chose qui me fait pleurer de rire, enfin de désespoir aussi. Oui, mais enfin, un four, comment tu fais ça ? Tu mets une machine à électricité, tu fais de l'électricité avec ton machin, là, tu sais, ta machine. Ça s'appelle un générateur. Un générateur. Donc, oui, mais enfin, quand vous en trouviez, les générateurs, ça si tu commences à faire des trucs comme ça, il va y avoir des accidents si les gens n'ont pas les normes. Mais bien sûr, mais enfin, il faut que vous trouviez une solution alternative à la fournition d'électricité, parce que ça va être ça le boulot. Mais regarde, par exemple, moi, bon citoyen, et ta mère, on a acheté une petite Smart électrique pour se balader dans Paris. Bon. Maintenant, cette Smart électrique, pour la charger, ça coûte 2 fois le prix de l'essence. Tu vois, c'est ce que je disais au départ. Ils nous expliquent qu'il faut passer au tout électrique, mais ils bâtissent pas de centrale. Oui, mais attends, les gens ont eu le même problème, tu sais, avec les poêles, avec les petits granulés. Ils ont dit passer à ça, le truc, ça a augmenté x10. Donc les gens disent, attendez, c'est malin, maintenant que je suis avec ça, je suis obligé d'acheter vos merdes, là, qui ressemblent à des crottes de lapin, et ça leur coûte 10 fois plus cher, alors la belle affaire. Mais voilà, mais c'est-à-dire qu'encore une fois, les gens et les États réagissent avec un monde, c'est ce qu'ils veulent nous amener, un monde stable. Or, s'il n'y a plus d'électricité, le prix des crottes de lapin va augmenter dans des proportions phénoménales. Bah oui, l'offre la demande. L'offre la demande, c'est... Et on va traiter les gens d'horribles spéculateurs, mais bon... Mais non, et le type qui le fait, d'un seul coup, il va gagner plein d'argent, lui. Et donc, encore une fois, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que les grandes décisions prises par ces gars-là, en bloquant les prix, en bloquant les mécanismes d'ajustement, nous amènent à des cataclysmes, à un endroit auquel personne ne s'attend. Par exemple, comment veux-tu vendre des voitures électriques aujourd'hui en France, et le système veut nous forcer à faire avoir que des voitures électriques à partir de 2035. Si elles coûtent 50% de plus qu'une voiture normale, et si faire le plein, ça coûte 2 fois ce que coûte l'essence. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, il y a un effort gigantesque pour nous empêcher de bouger. C'est-à-dire que comme on ne pourra pas acheter de voiture électrique et qu'il n'y aura plus de voiture à essence, eh ben on ira à pied et on restera tous dans le même coin. Ils ont aussi donc passé des lois qui t'empêchent désormais de prendre des avions sur des distances qui pourraient être faites en train. Oui. Et parallèlement, j'ai jamais vu des billets de train aussi chers. Hein. Eh ben évidemment. Donc, au bout d'un moment, tu te dis... Il n'y a plus de concurrence, puisque la concurrence était assurée par des EasyJet, quelque part. Donc là, ils te ramènent à la SNCF. SNCF qui, entre parenthèses, décide, évidemment, toujours quand on en a besoin de se foutre en grève. Ça ne faut pas déconner. Et donc, tu te retrouves contraint.
avec des billets qui passent à 200, 240, 300 euros. Oui, j'ai vu ça. Et alors, mais en plus, il me faut rigoler avec cette histoire. Bon, si la distance est moins de 700 km. Alors, si tu veux aller de Paris à Nantes... je crois que c'est Paris-Nantes. Donc, tu vois, ça doit être 300. 400. Ouais. Oui, mais si tu veux aller de Nantes à Nice, ou j'en sais rien, ou de Clermont-Ferrand à Nice, qui doit être à 400 km, mais si tu prends la SNCF, pardon, il faut que tu repasses à Paris. Ah oui, tu es obligé de repasser à Paris. J'ai déjà essayé de le faire, c'est l'enfer. Hein. Donc l'avantage de... J'ai essayé de faire un Chambéry-Bordeaux, repasse par Paris. Vraiment, Chambéry-Bordeaux, c'est voilà, pas la peine. Donc, mais ça, si c'est pas autorisé, ça veut dire, encore une fois, une limitation de la... Mais qu'est-ce qui donne le droit à ces gens de penser qu'ils peuvent nous empêcher de bouger selon notre désir? C'est quand même... Oui, si j'ai envie d'aller voir ma tante à Bordeaux, je vais voir ma tante à Bordeaux. Et tu les emmerdes bien, quoi. Oui. Mais non, on va te donner, vous avez le droit d'aller une fois par an à Bordeaux, mais pas plus. Donc, il faut que les gens se rendent compte que toute cette classe qui est au pouvoir est malthusienne, élitiste, qu'elle déteste le peuple, que dans le fond, elle trouve qu'il y en a beaucoup trop, ils sentent des pieds, je sais pas quoi. Et il y a une carte qui a été publiée qui m'a sidéré. C'était la carte des résidences secondaires en France. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu il y a 3 jours. Il y a des résidences secondaires, bon, sur le littoral atlantique, sur le littoral méditerranéen, et en allant vers les stations de ski, voilà. Et à part ça, il n'y a plus rien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résidence secondaire, maintenant, c'est la preuve de la colonisation par cette engeance de nos bords de mer, Mais autrefois, une résidence secondaire, c'était la preuve que l'élite qui était montée à Paris avait gardé des racines dans le Gers, ou je sais pas où. Là, ils sont complètement hors sol, ils ont bâti la même société que celle dans laquelle ils sont dans tous les endroits agréables. Le reste de la France est vide, les résidences secondaires ne valent rien, et ils n'ont plus aucun contact avec les gens du coin. Alors, ça, donc tu as deux peuples. C'est vrai, mais indépendamment de ça, moi, ce qui m'a fait peur, c'est qu'ils se servaient de cette carte pour dire on doit réquisitionner ces endroits-là. On doit surtout les taxer massivement. Les taxer massivement. Or, encore une fois, revenons au principe essentiel du jus naturalis, le droit de propriété. La dernière fois que j'ai regardé, même s'il est fort dommage que les gens n'aient effectivement plus de racines dans des endroits, dans des vrais endroits, et qu'ils se mettent tous, qui à Deauville, qui au Cap Ferré, s'ils ont envie de se mettre comme des cons d'un endroit à un autre, je peux pas les en empêcher. Tu peux pas les en empêcher, mais par contre, ce qui se passe, c'est comme ils ont piqué ils ont tué toutes les entreprises qu'il y avait dans ce centre de la France, qui a complètement disparu. Eh bien, ils laissent un monde où il y a, dans le fond, les gens de Paris qui vivent à Paris et dans cet encerclement de la France, là, et puis les autres qui n'ont rien. C'est insensé. C'est insensé. Et ils trouvent en plus qu'il y en a trop. Ah, oui, ça les dérange. Les Grarfoy, ils passent Gare du Nord, quand même. Oui, ils trouvent qu'il y en a trop. Donc je me dis ça, je me dis, mais enfin, qui sont ces gens? Comment sont-ils arrivés là? Quel est le processus de sélection qui nous a amené ça? Parce que ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Europe, ça se passe en Angleterre, on le trouve partout, cette espèce de montée d'une classe hors sol, dont je peux dire sans crainte de me tromper beaucoup, qu'elle est haïssable. Et elle tient les médias. Europe haïssable conduite par des gens méprisables. Voilà, je crois que c'est ça un petit peu ce à quoi on arrive comme conclusion. Eh bien... Donc vous avez dit que reconstruire un empire romain, c'était une mauvaise idée et qu'il fallait un monde de la subsidiarité à la De Gasperi. Mais pas du tout. Ils ont voulu faire leur empire romain et comme toujours, ça va se terminer dans le sang. Oui, ça va se terminer. D'ailleurs, on le voit en Ukraine. D'ailleurs, il commence à y avoir quelque chose sur l'Ukraine, tant qu'à faire des trucs qu'on ne peut pas dire. C'est que d'un seul coup, la presse française, les journaux, tous les présentateurs, commencent à dire qu'il n'est pas certain que l'Ukraine gagne la guerre. C'est très nouveau, ça, parce que jusqu'à maintenant, on nous a expliqué que l'armée russe s'effondrait. Hier, une députée européenne allemande a pris la parole à la Commission pour dire, sortons de cette guerre en Ukraine et reprenons le prix de l'électricité, du gaz... comme il faut bien, parce qu'on va tous mourir. Donc, ça commence à parler un petit peu. Ça commence à parler un petit peu. Donc, parce qu'on le voit, et cette classe-là, dont j'ai dit qu'elle était haïssable, est aussi vendue à la classe... Il y a la classe haïssable française, et puis au-dessus, il y a une classe
Sorosienne. Américaine, et au-dessus, il y a une classe haïssable mondiale. Oui, Bilderberg. Mais oui, ils sont tous au-dessus. Donc, quelque part. Les anciens clubs de Rome. Les anciens clubs de Rome, etc. Donc, on voit bien qu'ils ont des liens entre eux. Bien sûr, bien sûr. Ils se retrouvaient tous dans le Lolita Express, tu penses? Ben oui, ils étaient très contents. Ça faisait des compagnies. Donc, encore une fois, je ne veux pas désespérer Billancourt, comme disait Sartre, mais il faut quand même que les Français prennent conscience du fait que les gens qui les gouvernent ne sont pas à la recherche du bien commun. Voilà, ça c'est très important. Il ne faut pas dire ils font ce qu'ils peuvent, c'est difficile ma pauvre dame. Non. Vous avez en face de vous, et je le répète encore une fois, le diable. Vous avez Satan en face de vous. Donc vous pouvez pas, on ne transige pas avec Satan, ou alors il faut une très très longue cuillère. Donc, pour moi, ce sont des individus qui sont à la limite du psychopathe, quoi. Voilà, je pense qu'encore une fois, ça va être une émission censurée. Voilà, sinon, je serais fort surprise. Bon, remarque, on n'a pas parlé du Covid, donc on va savoir. Parce que tu sais, la dernière... Attends, c'était quelle émission? Je crois que c'était... Il y en avait une avec Léonard, on s'est pris le bandeau tout de suite. Et du coup, il y a beaucoup moins de passages, ça ressort pas dans les algorithmes. Oui, et puis il doit y avoir des hommes politiques français qui doivent être en train de dire à YouTube, vous pourriez pas l'empêcher de monter dans les sondages, dans les trucs, ils nous emmerdent, celui-là il est à 200 000. Ouais. À mon avis, il doit y avoir des petites pressions. Mais s'ils le font trop, ça va se voir. Donc tu sais, il faut raison garder et le faire de façon sporadique. On le fait de façon sporadique. Donc là, à chaque fois que je dis sporadique, ça me fait penser à Kaamelott. C'est une catastrophe. Avec un bulbe. Voilà, c'est une catastrophe. Voilà, la partie spongieuse. Vous faites pas de soucis. On continuera à dire ce qu'il faut. Maintenant, on aura peut-être de plus en plus de mal à passer au travers des filtres. Voilà. Et sinon, on se débrouillera. Écoutez, merci de nous avoir suivis. On va faire une prochaine émission sur un peu différente, très curieuse. On va enchaîner, qui va être sur plus ou moins le patriarcat. On va s'essayer à quelque chose, pas la Jordan Peterson parce qu'il est ultime et c'est un goth comme on dit à notre époque, mais quelque chose peut-être de moins économique en tout cas et d'un peu plus sociologique. Voilà. Cela dit, moi dans mes cours de sociologie de seconde, on avait toujours dans mes cours d'économie, on avait de la sociologie. Donc allons-y, on va faire une partie... Dans le fond, le thème de cette émission, ce sera sans doute qu'est-ce qui arrive à nos garçons. Voilà. Qu'est-ce qui arrive à nos garçons? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos garçons? Et pour pouvoir te donner une réponse qui ne soit pas molle, je me suis imposé des lectures parfaitement... Très bien. Pas de notre camp, comme ça je pourrais te répondre des choses différentes. Enfin, en tout cas, j'essaie. Voilà, parce qu'il se passe quelque chose chez les hommes qui n'est pas normal. Donc on va parler un petit peu de ça. Donc à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Encore une très bonne année chauffée au bois, 2023. Et le DAF aura été plutôt sage, donc on est content. On va peut-être mettre une ou deux incrustations, on va voir. Et on vous dit donc à très vite pour cette émission sur le patriarcat. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.